Manga, c'est à vous. Première réflexion, je pense qu'il y a... On va revenir peut-être à la deuxième partie là-dessus, mais je pense qu'il faut quand même réfléchir à quel mécanisme on va faire pour mettre en place pour avoir des candidatures plus crédibles en soi, parce que... Donc quand vous dites, c'est le sens de la démocratie, c'est le dynamisme de la démocratie, que tout le monde puisse concourir finalement. C'est peut-être un choix. La démocratie a des règles. On est d'accord. On a fixé des règles. Sauf que jusque-là, celles et ceux qui se présentent à la CEI, à la limite, respectent les règles. Non. Rien n'interdit qu'on dépose son dossier de candidature. Je pense qu'on a... Bon, on reviendra à ça la deuxième partie. Bien sûr, c'est exactement. Après, il y a quand même quelques éléments d'analyse sous l'idée que certains pourront... Il y a déjà des visages qu'on avait perdus de vue, Lagou Henriette, il y a des visages qui essaient de marquer Djebi, le député, je crois, de Olivier Djebi. Voilà, qui essaie de marquer des choses, même si je pense que je suis prêt à parier qu'ils n'ont pas rempli les parrainages. On peut se concentrer sur certains acteurs. Notamment, le premier mois qui m'a un peu marqué, c'est Afin Guessan. S'il a déposé et que ses équipes annoncent qu'ils ont bouclé les parrainages, ils l'ont bouclé, peut-être, mais on verra la validation par du Conseil constitutionnel. Moi, au départ, pour moi, c'était du 50-50 de voir Afin Guessan. C'est vrai, à son avantage, il connaît la vie politique, il était déjà candidat 2 fois, en 2015. N'oublions pas qu'en 2020, sa candidature a été retenue. Même s'il a ensuite boycotté l'élection, voilà. Mais en même temps, il y avait des signes un peu inquiétants. D'ailleurs, quand vous dites qu'il a été nommé à la surprise générale, le Premier ministre, c'est logique, il était directeur de campagne de Laurent Gbagbo. Donc, en général, le directeur de campagne passe Premier ministre. Il y avait des signes quand même inquiétants, notamment cette défaite électorale, notamment son parti qui s'est un peu frité avec le départ de certains de ses lieutenants dans une autre mouvance. Si malgré tout réussit à remplir ses parrainages, pour moi c'est une belle perf. Je mettais 50-50 sur lui, et donc c'est une belle perf. Après pour lui, si sa candidature est validée par le Conseil constitutionnel, il a tenté un rapprochement ces derniers moments avec le Front commun. On sait très bien que le Front commun n'ira... Bon, j'ai envie de dire... Si on pose l'élection, quel sera le regard sur Afin Guessan des militants de ces partis-là? Est-ce que s'ils continuent le chemin des élections, on ne va pas encore retrouver le traite, etc. Mais il peut être aussi celui qui va incarner la gauche dans cette élection-là. Comme il a pu le faire en 2015, comme il a manqué de le faire en 2020, il y a une opportunité pour lui. Après, il y a Jean-Louis Billon, qu'on a attendu et qu'on a vu. Pour moi, sous réserve que ses parrainages, que sa candidature soit validée, c'est quelqu'un pour moi qui joue gros avec cette élection présidentielle. Parce que Jean-Louis Billon, s'il se retrouve dans des performances comme celle de KKB il y a quelques années, autour de 3%, etc., ça va faire tache d'huile. Son avenir sera quasiment compromis à partir de cette élection. En revanche, s'il réussit une belle perf, il peut encore compter, soit sur un mouvement qu'il peut mettre en place, rassemblant tous les hommes de droite, tous fouettistes, etc., avec une alternative, soit au sein du PDC-RDA. Mais pour moi, il joue gros. Il joue gros d'autant plus qu'il est parti de lui-même, sans le soutien de son parti. Après, deuxième question pour lui, est-ce qu'il pourra capitaliser ceux au PDC-RDA qui veulent participer aux élections? Parce qu'il y en a encore qui croient, puisque leurs dirigeants leur demandent de croire en ce que la candidature de Thiam sera retenue. Quand elle sera rejetée logiquement, que va-t-il se passer? Est-ce que Jean-Louis Billon pourra capitaliser? Et puis, on attend, je l'ai eu au téléphone, je pense qu'il déposera demain ou après-demain à Salé, Tiemoko, qui pour moi sera la question de la 3e voie. Avec Assalé Tiemoko, on va voir réellement en Côte d'Ivoire s'il pèse une 3e voie, s'il y a une 3e voie qui existe vraiment. Si on peut créer un mouvement citoyen hors parti politique, c'est Assalé qui va nous permettre de le vérifier. Et puis, il y a 2 candidatures, 2 dépôts politiques. 2 dépôts politiques. Pour moi, c'est le dépôt de la candidature de Tidiane Thiam aujourd'hui et celle de Laurent Gbagbo, je pense, demain. En toute logique, on sait très bien que ces candidatures seront rejetées par le Conseil constitutionnel parce que tout simplement, ces 2 candidats ne sont pas électeurs, donc ils ne seront pas théologiquement candidats. Mais pour ces partis politiques, notamment le PPACI et le PDCI, c'était important peut-être pour eux de marquer un coup politique, de se dire qu'on peut encore mettre la pression, d'entretenir l'espoir d'une décision et aussi de faire rêver leurs militants.
Donc aujourd'hui, certains de leurs militants croient encore. Je pense que ces deux dépôts-là sont des dépôts politiques, même s'ils ont très peu de chances d'aboutir. Et puis il y a Simone Gbagbo dont on parle, qui, un peu comme Pascal Affi-N'Guessan, va, à mon avis, tenter de récupérer, d'incarner la gauche, surtout qu'il y a de très fortes chances que Laurent Gbagbo, en dépit de sa candidature, ne participe pas à l'élection. Mais est-ce qu'ils pourront incarner, est-ce qu'ils pourront rassembler, est-ce qu'ils pourront rattraper? Et puis, ça a annoncé mardi le dépôt de Alassane Ouattara, qui pour moi, est l'ultra favori de ces élections, encore plus que Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo seront sans doute pas candidats. Pour lui, pour Alassane Ouattara, il est important de faire le maximum. Il est important d'amener ses militants à voter le maximum pour atteindre un taux de participation honorable qui pourra lui donner, en plus de sa légalité, un minimum de légitimité. Voilà, a priori, le regard que je peux porter sur les candidatures qui ont été faites. Merci beaucoup. Arthur Banga? Non, moi je ne partage pas l'optimisme de Alafé sur la réaction face au Conseil constitutionnel. Non, il n'y a pas de magie. Hein. Tout le monde, bon, Alafé vient de le dire, dans les raisons qui ont fait qu'on a rejeté la candidature de Laurent Gbagbo en 2020, il demeure au moins une raison. Donc je ne vois pas comment le Conseil constitutionnel va changer de vision entre 2025 et 2020 alors qu'on a les mêmes conditions. Il y a la même raison pour Tidiane Thiam, il n'est pas électeur, donc il ne sera pas candidat. Ça, c'est une évidence. Maintenant, on peut faire un geste politique. Mais aujourd'hui, c'est clair que demain, on a l'habitude, hein, demain, quand le Conseil constitutionnel va dire ce qui est logique, donc ils ne seront pas candidats, ils vont encore accuser le Conseil constitutionnel. Ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Je prends l'exemple pour le PPACI de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et de la justice ivoirienne. À chaque fois qu'une décision est contraire à ce qu'ils souhaitent, l'institution n'est pas crédible. On l'a vu ici avec la même CEI, la même justice, qu'elle a retiré le nom de Tidiane Thiam. Ils n'ont jamais eu d'attitude républicaine quand ça ne les arrange pas. Je ne vois pas pourquoi ils vont changer aujourd'hui. Donc pour moi, non, on sait tous, tout le monde, y compris Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, eux-mêmes savent que leurs candidatures seront rejetées. Donc il ne faut pas rêver, ils ne vont pas accepter si on suit votre développement, à ce moment-là, le peuple devrait en tenir rigueur aux hommes politiques et finalement, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Oui, Arthur Banga? Non, ça a été une pratique pendant longtemps en Côte d'Ivoire. Hein. Les gens ont toujours un projet de société. Cette élection, depuis... Je prends le cas du PDCI. Quand on prenait l'élection de 1995, la convention du PDCRDA a eu en août 1995, avec le Yes We Can, le programme pour tous, le bonheur pour chacun, le but de nos poumons de Henri Konan Bédié. Son programme était très clair, basé sur les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. C'est-à-dire que l'électeur de 1995, au moment où on parle aujourd'hui, il savait clairement ce que Henri Konan Bédié allait lui emmener comme solution. Mais même aux dernières élections de 2020, la convention du PDCRDA à Yamoussoukro était excellente. Henri Konan Bédié a décliné son projet sur l'administration. Il a jusqu'à dire que je crois que c'était l'Ogoa qui allait être transformé en département. Donc il y a une réflexion qui a été faite. Moi j'ai lu pour la première fois Laurent Gbagbo en 97. Mais ce qu'il a écrit comme livre en 97, je crois, pour une alternance démocratique, un truc, c'est exactement le programme de la refondation en 2020. Quand vous prenez la campagne de 2010, Alassane Ouattara, la solution, c'était très clair ce qu'il nous proposait. Donc, et même quand vous regardez les slogans de campagne, en 1995, il y avait le progrès pour tous, le bonheur pour chacun, contre la clé du vrai changement, on a eu la refondation, on a eu la solution. Donc, il y a une pratique qui, malheureusement, n'est plus trop présente aujourd'hui. On décline de ce point de vue-là. Même si il y a certains où on voit peu ou prou ce qu'ils vont faire. Hein. Quand vous écoutez Billon, par exemple, il revient beaucoup sur l'industrialisation, sur le nationalisme économique. Ça, c'est des choses qui reviennent, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui sur cette notion de trop fermer le marché ivoirien. C'est des notions qu'on va retrouver un peu chez Assalé, qui en parle aujourd'hui. Fermer le marché, il est sur des questions comme la dernière fois, il a fait une publication assez intéressante sur sa vision de ce que sera qu'un média d'État. Il a déjà parlé de ses projets sur la corruption. Non, il y en a quelques-uns qui parlent. Même si de façon générale, c'est clair que moi, à ce moment-là, et ça, c'est pas normal. Mais je rassure, moi, je dis, en tant qu'historien, je l'ai vu dans la pratique électorale ivoirienne, c'est une pratique électorale qui, jusqu'en 2020, était une pratique électorale axée quand même sur des slogans et des moments de programme. Malheureusement, vers la fin, les débats étaient cristallisés par le boycott. Parce que justement, je suis d'accord, l'environnement plombe politique toujours. a plombé. Ça allait être un beau débat entre la Côte d'Ivoire solidaire
Alassane Ouattara et toute la convention de Yamoussoukro où Bédi avait déroulé son programme. Donc je pense qu'il y a même pas, il y a quelques années, même Bafing a fait les États généraux de la Côte d'Ivoire, un truc dans ce genre pour son parti. Donc je pense qu'il y a quand même ce réflexe, ce savoir-faire du programme, que peut-être l'environnement ou aussi les exigences des Ivoiriens. Parce que, Ali, en réalité, aujourd'hui, quand tu fais campagne ou bien quand tu rassembles des gens, est-ce qu'aujourd'hui, les gens posent ces questions-là aussi? Il y a aussi peut-être le consommateur en soi qui n'interroge pas assez ça, qui est peut-être préoccupé à autre chose, quoi. Exprime ton avis en commentaire.